On va commencer. Beaucoup de questions. Alors, avant de passer aux questions... Il y a une personne qui semble avoir beaucoup de questions à poser. Ça, moi, je suggère qu'elle refasse mon séminaire. Ça serait quasiment valable. Bon. Alors, ça fait déjà une question de répondue. Oui, on va régler donc ce paquet-là. Oui, c'est ça. Maintenant, je règle l'autre comme ça. Oui. Écoutez mes cassettes. Voilà. Alors, une chose qui est très importante, pendant que tu parles, tu peux continuer, moi je vais te dire ce que j'ai à dire. Et ça, c'est que il va venir un temps où l'humain va devoir passer à l'action. Et présentement, c'est une grosse problématique, c'est que chaque fois que nous passons à l'action goutte à goutte. C'est convenable, c'est correct. C'était pas le temps. La preuve que c'était pas le temps, c'est qu'on n'a pas pu faire autrement. Sauf que, étant donné qu'il y a des bombes qui vont éclater, exploser prochainement, il y en a qui vont éclater et qui auront des problèmes sociaux. Il faut que les gens parviennent à éclater pas dans la société pour pouvoir contrôler par la suite le résultat de leur éclatement. De plus en plus, il faudra éliminer la diplomatie entre les choses qui transforment positivement la société et le bien-être psychologique de la société. Cela veut dire qu'à un moment donné, j'ai l'exemple que je peux donner, c'est les 2 livres que j'ai écrits sur l'enfant Téflon. Dans le tome 2, Savoir éduquer l'enfant Téflon, je parle du mensonge pédagogique. Le pédagogue doit apprendre à mentir à l'enfant pour pouvoir devenir complice de certaines choses. Je parle aussi, j'explique pourquoi l'enfant qui est intelligent a un besoin inné de dépasser l'autorité. Donc, nécessairement, ils deviennent tous des délinquants. Jusqu'à temps qu'on les récupère, ou qu'ils se récupèrent eux-mêmes, ou qu'ils s'ajustent. Mais ils passent par le volontelage, par la délinquance. Mineure, mais délinquance quand même. Le besoin qu'a le jeune de voler, ça développe son intelligence, il arrive à contrôler l'événement, après avoir contrôlé ses parents. Et quand j'explique ces choses, quand j'explique la différence entre l'enfant ancien et l'enfant nouveau, entre ce que c'est que l'intelligence chez l'enfant, je ne parle pas d'intelligence supramentale, mais je parle d'intelligence quand même. Je dis que l'enfant n'est pas trop intelligent. Ça, c'est les imbéciles de la société qui disent ça. Je dis que l'enfant est très intelligent. Et à un moment donné, eh bien, ça crée des réactions. Quand j'explique que pour éduquer convenablement, eh bien, si le parent est un imbécile, eh bien, le professeur doit dire à l'enfant qu'effectivement, ses parents sont des imbéciles. Puis il doit leur expliquer comment il doit vivre avec des imbéciles. Etc., etc. Et lentement, eh bien, il y a énormément de... Quand ça va être un peu plus communiqué, les livres, ils sont déjà épuisés les 2, là, mais on n'a pas imprimé beaucoup, mais quand même. Ça va créer un mouvement de masse, une bombe sociale. Une bombe sociale qui, si elle est convenablement récupérée, peut alléger le fardeau évolutif de tout le monde. La majorité de la vision de l'enfant nouveau est exactement la vision qu'on a, nous. Le problème de l'enfant Téflon, de l'enfant nouveau, de la majorité des enfants nouveaux, c'est exactement notre problématique. Mais nous avons un système endocrinien plus évolué, plus mature. Nous avons l'apparence physique qui nous permet plus de possibilités dans la société, ce que l'enfant n'a pas. La souffrance que nous vivons dans l'esclavagisme, dans la restriction d'expression de notre évolution dans la société, l'enfant nouveau la vit mauditement plus que nous. Et nécessairement, si on peut parvenir à faire en sorte que l'enfant nouveau ait plus de droits, nous aurons plus de droits. Et une autre chose extrêmement importante et intéressante dans le travail, c'est que si on parvient à modeler la vision de l'éducation des enfants, chacun d'entre vous qui fait ce travail, ou qui peut-être allait donner un coup de pouce à un moment donné pour le faire, vous n'êtes pas immédiatement bannissable par la société parce que la corde sensible de tout phénomène émotif et spirituel, c'est la jeunesse.
et vous voulez l'aider. Mais en réalité, vous allez bâtir une société pour vous. Et l'enfant nouveau va être bienvenu dedans. C'est déjà un complice, un allié, qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas. Plus le conscientiser, communique de l'information sociale par des lettres ouvertes, par des écritures, par des conférences, etc., par son travail, par sa vie, en fonction d'alléger le fardeau humain de la société au niveau des enfants, que ce soit le suicide, que ce soit les problématiques de délinquance, que ce soit la mésadaptation sociale. Un mésadapté socio-affectif, c'est quoi? C'est un jeune qui a été violé quand il était jeune, beaucoup plus jeune. C'est un jeune qui a été battu, qu'on a invité dans des orgies familiales, qu'on a drogué. Les parents sont ramassés en prison. Dans les centres d'accueil, on ne l'aimait pas, on le battait. Il est mésadapté social, pas le choix. La société qu'il a connue, c'est une société de guerre. Affectif, pas le choix. La seule façon qu'il connaît la communication de l'amour humain, c'est par la violence. Combien de pourcents des enfants mésadaptés socio-affectifs ont vécu ça? Quelques-uns. Mais on les paramètre souvent comme ça en psychologie ou en thérapie. L'enfant nouveau, imaginez-vous. L'enfant nouveau, lui, mésadapté social. Tout ce qui est stupide, il ne peut pas le supporter. Mais la société est stupide. Affectif. Il n'aime pas de la même façon. Quand on veut l'aimer, on l'étouffe, fait qu'il nous repousse. Il peut lancer un verre d'eau en plein visage de ses parents puis les aimer pareil. Mais du point de vue visuel, conventionnel, le crime, c'est un mésadapté affectif. Fait qu'on l'interne. On lui donne des médicaments. Lui, il est en prison bien avant vous autres. Mais lui, il se révolte. Il est plus évoluable que la majorité des adultes qui se conscientisent. Parce qu'il est obligé d'exploser. Ce que nous n'avons, pour la majorité, pas encore atteint comme état. Alors, si on est capable de paramétrer socialement un territoire pour l'enfant Téflon, nous sommes Téflon, tellement de choses collent plus sur nous autres. Eh bien, notre travail est relativement bienvenu. Dans le début, ça secoue un peu, mais il est relativement bienvenu. Parce qu'on va régler un problème qu'ils veulent régler, une corde sensible chez eux, et politiquement, publiquement, ça paraît bien. Où il y aura d'autres problèmes à travers cela, et j'explique ceci parce que préparer le terrain pour ces jeunes, c'est un des travaux sociaux les plus faciles à faire. Très dur et très difficile à faire, un peu pénible. Et c'est beaucoup plus facile que de vouloir préparer la société à nous paramétrer un terrain pour nous. Fait que la journée qu'on est prêt à exploser, on doit expliquer pourquoi les jeunes explosent. Pas nous. Toi, à l'âge que t'as, on s'en fout que t'exploses, t'es un malade. Le jeune aussi, c'est un malade. Mais le jeune explose avant nous, donc le jeune est plus facilement repérable. Donc, théoriquement, en statistique, il y a beaucoup plus de jeunes malades que d'adultes. Il y a autant d'adultes, mais les adultes disent rien. Alors, statistiquement, il n'y en a pas. Alors, l'enfant, on veut l'éduquer, puis l'enfant, lui, c'est pas compliqué. Un jeune, s'il est convaincu que lancer son livre dans le visage de son prof, ça va régler son problème, il le fait. Vous n'êtes pas capable de le faire à votre patron. Si un jeune décide que la violence va régler le problème, il va le faire. S'il décide que le vol va régler le problème, il va le faire. Le jeune, lui, fait comme il pense que. Il n'est pas canalisé, il est mal ajusté, mais lui le fait. Nous ne sommes pas encore assez puissants pour le faire. Pas tous, du moins, il y en a quelques-uns qui commencent. Ça va leur coûter cher. Sauf que s'il y a de plus en plus de jeunes qui explosent, on ne peut plus prendre un jeune puis le mettre dans un foyer ou dans un centre de réhabilitation pour enfants. Parce qu'il y en a trop. Alors, on commence à dire, lui, c'est peut-être pas ça le problème, c'est peut-être quelque chose d'autre, de neuf, de nouveau, il y en a trop. Et là, lui est sauvé, parce que la gang a éclaté. L'adulte, c'est pareil. Quand un adulte éclate quelque part, ça va mal. C'est le même phénomène. Toutes les mutations sociales sont opérées de cette façon-là. Quand un individu criait à l'injustice le tuait. Crime. Si il y a de l'injustice, allez pas le dire. C'est comme si vous dites,
Il y a un tyran qui peut tous nous tuer. Bien, si c'est vrai, il va vous tuer. Alors, s'il y a de l'injustice, n'allez pas le crier. L'injustice va venir vous rentrer dedans. Mais si 80% de la population, minimum 50% de la population crie à l'injustice, l'injustice n'a plus la puissance de rien faire. C'est toujours ça qui est le phénomène. Alors, si on veut muter quelque chose, si on veut changer des cadres, des paramètres. Et il y a autre chose qui est intéressant. Dans la conscientisation, ce que moi j'explique, c'est qu'à un moment donné, il y a des lois farfelues qu'on devra apprendre à contourner. Ces lois farfelues-là, devons-nous les contourner illégalement? Non et oui. Nous devrons les contourner légalement comme la loi nous permet de les contourner illégalement. Bon. Deuxièmement, nous devons absolument, obligatoirement, nous libérer, nous donner du temps. Cela veut dire arriver à nous libérer de l'obligation de travailler. Parce que sinon, on reste assujetti. Nous libérer de l'obligation de travailler sans voir notre potentiel d'expression diminuer. Vous écrivez des livres, vous avez besoin d'un ordinateur. Écrire un livre pour vous, c'est vous exprimer, c'est évoluer, c'est vivre, ce n'est pas du travail. Vous lâchez votre emploi, on vient saisir votre ordinateur, vous ne pouvez plus vous exprimer. Donc, on doit cesser de travailler, tout en ne voyant pas notre potentiel d'expression diminuer. Et notre potentiel d'expression doit continuellement s'ajuster à notre besoin d'expression. Donc, on doit avoir une capacité de contrôler la matière financière de façon à ne jamais en souffrir, malgré que nous ne sommes plus assujettis dans le travail comme l'est l'animal humain. Celui qui doit tirer la charrue. Ou est en arrière pour diriger celui qui tire. Travail pareil, les deux sont dans le champ. Arriver à se libérer. La liberté, c'est de se donner du temps uniquement. Il y a différents moyens, il y a différentes façons d'induire dans notre conscience cette mécanique. Quand cela est fait, nous sommes dans un monastère. Monastère que je vous parle souvent, qu'il faudrait un monastère. On n'est pas entre quatre murs, mais 24 heures sur 24, on peut l'occuper exclusivement à ce qu'on veut faire. À la conscientisation, à la compréhension, à tout cela. Maintenant, si on s'attaque à l'éducation pour transformer la mécanique d'éducation infantile, le besoin social est déjà là. Donc, le marché est établi. Alors, on n'a même pas besoin de travailler. On a juste à se servir de la conscience qui éclate chez nous, puis de l'appliquer dans un système de formation pour régler un problème qui existe déjà au niveau de la base, les enfants. Ça devient facile. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous avez une solution, il y aura peut-être des petites choses à apprendre pour pouvoir parvenir à ça, mais apprendre, c'est pas travailler, quand ça fait partie de ce qu'on vibre. Et à un moment donné, ben, on vous invite à venir régler tel problème, puis on vous paye pour. Vous ne travaillez pas. On pourrait parler longtemps sur le phénomène, mais ça fait partie de ce qui doit être compris. Quel que soit le degré de visualisation, de conscientisation de l'humain, on doit passer par le chemin le plus facile. C'est logique. On économise de l'énergie, ça va plus rapidement. On ne travaille pas, ça c'est tout ça. Il y en a qui ont des problèmes. N'empêche qu'on doit passer par le chemin le plus facile. Le chemin le plus facile dans notre monde, socialement, c'est de s'occuper des problèmes de la jeunesse. S'occuper des problèmes de la jeunesse veut dire se faire des alliés pour plus tard. Veut dire paramétrer l'éducation de façon à moins créer d'animaux humains, donc de façon à moins la déformer. Veut dire préparer l'avenir en fonction de ce que ça va nous permettre de vouloir être, parce que dans 10 ans d'ici, celui qui a 10 ans aura 20 ans. Bon, il passe vite. Et en même temps, ça permet de créer un cadre qui va être acceptable par la masse d'adultes en fonction de leur capacité de souffrir à l'apparente souffrance des jeunes. Et nous amenons un baume sur leur cœur à ces adultes-là en paramétrant convenablement ou en ajustant l'éducation des jeunes. Et ce que nous allons implanter là, c'est exactement ce que nous voulons implanter pour nous.
En même temps, on risque d'être payé pour le faire. Alors, si on additionne mathématiquement toutes ces choses-là, c'est évident. L'être humain doit travailler pour apprendre à développer son langage. Vous devez apprendre la parole. L'être humain, s'il ne peut pas parler, doit apprendre à écrire. Oui. Parce que si vous écrivez ou si vous parlez, vous allez être capable d'instruire. Celui qui instruit est au-delà du premier ministre, au-delà des dirigeants de compagnie, au-delà des systèmes sociaux. C'est lui qui a tout ça en main. Il n'est pas reconnu tout de suite. Mais c'est pas long que le besoin se fait sentir. À un moment donné, des parachutistes médicaux qui avaient été entraînés pour aider les soldats blessés au Vietnam, les paramédics, quand ils sont venus, il n'y a plus d'emploi. Ils ont été bénévolement travailler sur les ambulances, des transporteurs de viande. Et ils s'occupaient médicalement. Il y avait les permis pour le faire, vu qu'il y avait des permis du ministère de la Défense nationale. Et ils s'occupaient du système médical. Après 5 à 6 années, ils se sont rendus compte que là, c'était le temps d'arrêter. Pourquoi? Parce que les ambulanciers étaient de mieux en mieux payés. Parce que le service était de mieux en mieux, mais eux n'avaient rien. Alors, ils ont demandé au gouvernement d'être payés. Le gouvernement a dit non. Alors, ils ont réussi à faire une coalition, puis ils se sont retirés sur les ambulances. Bien, le public qui mourait avant, qui était sauvé après, a recommencé à mourir. Ouais. Il fallait que les gens meurent. La pression sociale a été telle que le paramédic est devenu la consistance médicale d'urgence à l'extérieur des hôpitaux officiels aux États-Unis. Maintenant, toute forme d'ambulancier doit suivre son cours de paramédic et est payé parce qu'il est reconnu. Alors, le travail, c'est simple. Créer la nécessité. Tous les paramédics ont instruit. Instruisant, ils ont gagné. Une fois qu'ils ont gagné un poste, ils sont arrêtés là. Alors, ils restent là. Si nous sommes dans une phase de conscientisation et qu'on ne s'arrête pas là, on sera toujours instructeurs. Donc, on sera toujours en avant. La journée qu'il n'y aura plus rien, que vous n'aurez plus rien, il y aura toujours du monde pour vous en donner parce que les autres auront besoin de vos instructions, de vos solutions. On doit développer l'écriture, on doit développer la parole, on doit développer ces choses-là. C'est essentiel, c'est ce n'est qu'on a. C'est là qu'est la clé, qu'est la solution. Oui. Oui. Une question qui parle d'éclatement. Comment pousser l'éclatement de l'être le plus près de l'éclatement à éclater? Bon. Vous savez que si tout le monde aurait suffisamment d'argent, quand je donne un séminaire, ce ne serait pas un problème pour les gens. Les gens ne diraient pas « Ah merde, un autre séminaire, encore d'argent dépensé. » Dernièrement, ça fait quelques mois que ça me trotte dans les neurones de faire un séminaire numéro 2, le séminaire de Daniel Kemp, d'en faire un numéro 2, où je travaillerai exclusivement sur ça. Moi, je sais comment pousser quelqu'un à éclater. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il doit être solide d'avance parce qu'il va éclater. Il faut qu'il éclate dans le bon sens. Et je suis toujours restreint par le fait qu'effectivement, à force de toujours aller chercher de l'argent dans les mêmes poches, ben les poches n'en ont plus. C'est pourquoi d'ailleurs, à un moment donné, tu me disais pourquoi tu fais des compagnies. C'est une tentative encore qui présentement est fructueuse. Toutes les compagnies ont des bilans positifs avec des profits. Mais c'est une tentative, encore une fois, de faire en sorte de trouver un moyen pour que les gens avec qui j'ai à travailler puissent aller se chercher suffisamment de pécule pour être capables, après ça, de travailler différemment. Moi, je donne un séminaire, j'ai besoin aussi de gagner de l'argent pour arriver à vivre. Alors, ou je ne fais pas le séminaire, puis je fais quelque chose ailleurs, ou je fais un séminaire avec ces gens-là, mais il faut qu'il y ait une ristourne quelque part qui revienne. Donc, on collecte, on charge un prix. Ce prix-là fait qu'on paie les salles, fait que le personnel est payé parce que je ne m'occupe pas de faire les mailings, les envois postaux, les ci, les ça, de téléphoner les gens. Quelqu'un d'autre qui le fait. Mais chacun fait son travail, sinon je vais arriver plus au séminaire. Il manque toujours. J'avais le goût de faire ce séminaire-là. C'est un séminaire d'anégoïsation, un séminaire contre l'ego. Tout le long du séminaire, je te fais chier. Puis pas quand je parle pas comme ça, non, je te tourne autour de la tête, puis je te parle, puis je t'engueule, puis je vais chercher tout ce qui est au fin fond de vous autres, puis je le fais sortir. Puis ça va se heurter. Chaque fois que l'individu va vouloir parler, il va gueuler, il va crier. Chaque fois qu'il va vouloir parler, il va se heurter à moi. Puis il va toujours démolir tout. Je vais prendre l'ego, là, puis je vais en faire un trou de cul, puis un trou du cul, puis un trou du cul, puis une amanchure, là, que cet ego-là, il aura même plus l'idée puis le goût de réapparaître quelque part.
Pendant ce temps-là, ben, l'intelligence, ça va finir par prendre la place. Puis après ça, l'intelligence, ça va m'aider à finir de tasser le reste. Ça va éclater. Il faut des corps physiques solides. C'est une grande responsabilité dans le début parce que je devrais filtrer. Puis présentement, ben, j'en parle. La question, elle amène exactement le phénomène. J'en parle. Parce que quand on en parle, ça attire ou c'est parce que ça s'en vient. C'est plus précis. Mais pour l'instant, c'est ça. Comment on peut faire ça? Ben, moi, je peux le faire. Quelqu'un qui veut le faire faire à d'autres, il peut pas. Non, il risque d'engendrer une guerre d'ego. Puis moi, si je le fais, l'individu ne fera pas de guerre d'ego. Il va savoir d'avance qu'est-ce qu'il est mieux faire là. Il va avoir payé pour être là. L'ego va devoir être assujetti à au moins un avoir pour son fric. Puis moi, je vais être suffisamment mentalo-supramental pour te planter royalement. Puis ton ajusteur de pensée, ben là, je vais m'en servir pour le vrai. C'est pas une quantité énorme d'individus. De toute façon, il n'y en a pas énormément qui sont prêts, mais c'est ce qu'on va faire. Quand? Ben, je sais pas, mais ça répondrait à la question. Les individus qui résulteraient de cet exercice-là, est-ce que ce seraient des individus qui éclateraient par ailleurs de façon prématurée? Non, ils éclateraient pas prématurés parce qu'ils feraient le séminaire parce que c'est le temps qu'ils fassent le séminaire. Puis moi, je vais le donner quand ça va être le temps que je le donne parce que ça va être le temps que. Alors, c'est un phénomène melchisédien que je vais accomplir chez les individus, sauf que c'est parce que c'est les individus qui viennent devaient de toute façon rencontrer un phénomène melchisédien pour arriver à aboutir. Mais les individus qui vont éclater, nécessairement par la suite, devront être capables de comprendre que si je les fais éclater, c'est pour qu'on travaille dans une forme particulière. Un individu qui suit mes séminaires, un individu qui va évoluer avec moi, nécessairement un jour devra travailler dans la même lignée que moi. Pas parce que je l'oblige, c'est parce que ce que je forme va là. Donc, si tu veux être formé, tu vas là aussi. Celui qui éclate, il éclate pas après ça pour s'en aller tout démolir dans la rue, puis etc. Il ne peut pas éclater pour ça. S'il faut former des instructeurs, on va faire éclater les individus, puis je vais prendre ceux qui ont le plus potentiel d'être instructeurs. C'est logique, c'est plus simple, c'est plus facile, tu risques moins de souffrir. Bon, c'est pas un gros travail, tu apprends en même temps que tu enseignes, c'est absolument, tout est relié. Il faut que l'individu soit apte. Donc, l'individu qui vient le faire, c'est en fonction aussi de quelque chose. Comme prochainement, je donne un séminaire aux actionnaires d'une des compagnies, qui est exclusivement axé sur le travail de la compagnie. C'est un séminaire hautement ésotérique. Exclusivement axé sur le travail de la compagnie étant là pour permettre aux individus de se libérer. Donc, nécessairement, ça m'ensemble. Il y a un PMC+, que je donne, ça s'adresse à tout le monde, pour que les gens aussi arrivent à comprendre le phénomène de la liberté. Mais quand tu es libre, tu fais quoi avec ton temps? Mais je sais ce qu'on fait avec le temps. Mais en parler avant, c'est comme placer des carottes là, puis l'individu dans le bout ici. Il faut que l'individu trouve un moyen de sortir de la boîte. Après ça, on pourra aller quelque part. Puis il y a bien des moyens. Enfin, il y en a au moins un qui est super, qui est grand, qui est gros, puis il y a beaucoup de choses à paramétrer autour, mais pour fonctionner, ça fonctionne. Mais ça marche, je sais, je n'ai vu qu'ils l'ont fait. Une autre question. OK, j'aimerais que tu lises tout ton petit paquet de questions, tu me le résumes en une question. Tu es capable. Oui, mais tu veux que j'ai lise quand? Suite. Oui, mais on a 5 minutes. Oui. Lis-les tout à haute voix sur la gang, puis je veux que tu résumes après. Pourquoi cette vision physique double en alternance contrôlée mécaniquement par l'hippocampe, le corps calleux? Quel impact concret cette vision subtile a-t-elle dans la vie de tous les jours? Soyez patient, il y a plusieurs questions. Comment faire pour être consciente de l'immobilité de la conscience qui projette dans le temps sans déplacement matériel? Une fois que je suis consciente de plus en plus dans la vie de tous les jours de cette immobilité ou de cette loi, est-ce suffisant pour l'appliquer? Sinon, que faut-il de plus? Une fois que je peux appliquer cette loi, sur quoi je me base pour faire une projection dans le temps? Sur le savoir instantané qui sera déjà pour moi un acquis. Pourquoi me projeter dans 500 ans plutôt que dans 300 ans ou 20 ans? La conscience, si elle est immobile, a-t-elle la capacité d'être à la fois dans deux ou plusieurs corps physiques d'un même individu, dans des temps et des espaces différents? Par exemple, je suis assise ici le 12 mars 1989 en train d'écouter ta conférence. Et puis-je en même temps, mais dans un temps parallèle, être au Mont-Gabriel le 9 avril 1989 en train d'écouter ton séminaire? Suis-je consciente dans deux en même temps? Si oui, puis-je multiplier à l'infini ces projections? Est-ce de la transtemporalité, de l'omniprésence? Quelle différence y a-t-il entre un akasha et un gola? Quel est le rapport avec l'humain, l'homme? Est-ce vrai que Kai Fun Fu
cité très importante autrefois en Chine, aurait vu surgir une race de golems qui continuerait même à errer encore aujourd'hui sur la planète. On l'associerait même au phénomène juif. L'homme nouveau, dans sa puissance, devra-t-il affronter ces entités puissantes situées dans cette région de la planète? Si oui, dans quel but? Où est passé Daniel Kerr? J'ai l'impression. À quoi peuvent servir chez Jésus les forces christiques et michaéliennes? La transfiguration sur le mont Tabor en était-il un exemple? Que s'est-il passé au juste? Qu'est-ce qui fait qu'un humain peut refuser la fusion totale avec son double éthérique? Premièrement, le peut-il? A-t-il un libre arbitre à ce niveau? Deuxièmement, est-ce que le refus d'absorption par un certain faisceau instructeur qui l'amènera au contrôle d'un autre faisceau qui deviendra le sien, ou refuse-t-il l'absorption d'un certain faisceau instructeur du fait qu'il sait qu'il doit être la tête d'un autre faisceau? Le fait de refuser la fusion totale avec son double éthérique produit un Melchisédek planétaire. Faut-il être absolument un Melchisédek planétaire pour contrôler un faisceau et par la suite le résorber? Est-ce qu'il y a un avocat dans la salle? Lorsque le faisceau du Verbe sera complètement résorbé, ça prend combien d'années terrestres pour résorber un faisceau? Cela veut dire qu'il y aura un humain Melchisédek qui aura refusé l'absorption par ce faisceau et qui sera à la tête du 11e faisceau. Comment faire pour savoir la marque de son faisceau? Y aurait-il à résorber non plus des mémoires astrales comme celle de Jésus, mais plutôt des mémoires galactiques? Si ce n'est pas le cas, le résorpteur du 12e faisceau initiera-t-il l'entité qui devra prendre en charge le 11e faisceau ou celui-ci, d'après sa forme galactique, le sait-il immédiatement? Explique. Celui qui devient un Melchisédek planétaire a-t-il le choix à nouveau d'accéder à la fusion totale avec son double éthérique? Si oui, sa fusion est-elle du même ordre, de la même qualité que s'il n'avait pas été Melchisédek planétaire? Quel intérêt est cela de leur point de vue à eux, les Melchisédek, ont-ils à vouloir accélérer l'évolution de l'homme? Je sais que la lumière se déplace à près de 300 000 km/s, mais quelle est la vitesse d'un atome et d'un corps séraphique? Lequel est le plus rapide et jusqu'à quel point peut-il aller dans la création? La vitesse de déplacement du contenu. Du quoi, là? La vitesse de déplacement du contenant est-elle toujours plus lente que les vitesses intérieures, c'est-à-dire celle du contenu? Par exemple, le corps physique dans son ensemble se déplace plus lentement que ses atomes. Les galaxies se déplacent-elles plus lentement que les étoiles et les planètes? L'univers se déplace-t-il encore plus lentement que les galaxies? Les super-univers se déplacent-ils encore plus lentement que les univers? En arrive-t-on à un point haut dans le déplacement, à une absence de mouvement total? Pourquoi le contenant a-t-il presque toujours tendance à ralentir ou à annihiler le déplacement interne? Est-ce une autre illusion? Explique. Qu'est-ce qui est le plus rapide, la vitesse séraphique ou la vitesse melchisédienne? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Ces vitesses peuvent-elles échapper aux forces christiques et michaéliennes? Où sont situées les forces christiques et michaéliennes? Les Melchisédek sont-ils les géniteurs du monde de la forme? Toute forme créationnelle est-elle uniquement melchisédienne? Si les Melchisédek ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière, se déplacent-ils à la vitesse virtuelle de la forme? Les Mais écoute, c'est des questions là, tout azimut. Hein? Il y a du stock là-dedans. Je vais t'expliquer une chose. Pourquoi que je voulais que tu les lises? Ouais. Pourquoi moi je ne veux pas y répondre? C'est parce que la quantité de questions posées sur ce papier-là, comment tu les trouves, les questions? Il y en a beaucoup qui sont denses, là, qui sont puissantes. Il y en a des puissantes là-dedans qui les Alors pourquoi la personne ne vient pas carrément les poser sur la chaise? C'est la réflexion que j'avais. Je me dis, pourquoi que la personne ne fait pas t'interviewe pas carrément? Effectivement, c'est pour ça que je ne veux pas répondre à ces papiers. Parce qu'il y a une trame où... Voilà. La personne qui... c'est de très bonnes questions.
Bon, intelligence de se regrouper. Pour, entre autres, éviter les exclusions isolées des individus. Bon, intelligence de se regrouper, 2 points. Pour, entre autres, éviter les exclusions isolées des individus, mais il semble même difficile de former ces groupes. Pourquoi? Parce que les égos sont trop puissants. Point d'interrogation. Difficile de former ces groupes parce que les individus, s'ils se forment, s'ils s'approchent trop les uns des autres, les égos risquent de redevenir collectifs. Pour que la mutation, pour que la coloration d'un faisceau se fasse sans trop de coloration astrale d'un individu à l'autre, c'est essentiel que l'évolution des individus se fasse sans être dans un groupe. Par contre, on doit parvenir à se grouper par des motifs d'affaires ou des motifs d'intelligence, et non pas pour des motifs d'émotion. Si on parvient à créer des groupes qui n'ont pas comme fonction de groupe d'être une gang qui évoluons ensemble, d'être une gang parce qu'on est bien ensemble, etc., les individus ne se feront pas colorer. J'ai déjà aussi expliqué que quand on forme des groupes, les groupes, on peut les réunir de temps en temps, mais par la suite, les groupes doivent être redivisés en petites cellules. Des cellules qui fonctionnent bien ensemble. Des cellules possiblement du même faisceau. Alors, les individus restent individuels. Ils ne sont pas colorés par des individus plus puissants qu'on ne placera pas avec eux. Et il y a possibilité de grouper. Tant que ce n'est pas compris, l'intelligence supramentale fait tout pour que les individus à caractère supramentalisable ne travaillent pas trop en groupe, pour ne pas que leurs égos se colorent mutuellement. Lorsqu'un musicien veut composer un morceau, il doit cesser d'écouter d'autres morceaux de musique. Sinon, ce qu'il va composer sera une prolongation de ce qu'il aura entendu. Vous voulez écrire un roman policier? J'espère, ça fait un bout de temps que vous n'en avez pas lu. Là, si vous dites non, là, je vais en lire un et me remettre un peu dans l'affaire. Pas de problème, tu vas faire une copie. C'est immanquable. À un point tel que l'individu qui lit trop de romans policiers va dire oui, mais crime, tout a été écrit. Tu sais, je peux faire un meurtre dans un train, mais c'était écrit. Je peux. Bon, kidnapping, puis on amène tout sur une île, puis ben, c'était écrit, puis lis rien, puis écris-en un. Il se trouve qu'il n'aura jamais été écrit. Alors, lorsque l'individu veut travailler dans sa conscientisation, il doit rester libre. Pour rester libre, ça complique les choses. S'il se collectivise, c'est-à-dire s'il vit en collectivité. Sauf si dans le travail ou dans la raison qui fait qu'il se groupe, il y a une mécanique permettant l'expression de l'individu, l'expression de l'intelligence au travers de lui-même, et cette expression de l'intelligence au travers de lui-même sert un but qui, de toute façon, bien qu'il soit commun, est hautement utile à l'individu. Alors là, c'est correct. Si, par exemple, on sort tous et on va marcher pour la loi 101, bien, si je vous convainc de sortir, je marche avec 45 ou 200-300 pattes. Je marche. Si on devient tous écœurés mutuellement, pas parce que c'est quelqu'un qui vous a réchauffé, et que là, si je sors, vous restez, je sors tout seul. Si je reste, vous sortez, bien, vous sortez tout seul aussi. Si on sort tous, on sort tous tout seul. C'est là que ça devient un groupe d'individus, et non pas un groupe de corps physiques. Alors pourquoi c'est extrêmement pénible de grouper des individus qui se conscientisent? C'est par le fait qu'il y a leur ego, il y a de la jalousie, il y a la compétition, c'est une chose qui ne sert à rien. Mais surtout parce qu'ils doivent se développer, ils ne doivent pas trop être colorés par autrui. Moi, je dis souvent à ceux qui travaillent proche de moi que la journée où vous pouvez me tenir tête, ben, vous faites partie de ceux avec qui ça devient agréable de travailler. Quand j'ai raison, je reste que j'ai raison. Mais si votre point de vue, vous arrivez avec une idée, et moi, je viens d'expliquer à 3 individus pourquoi une idée similaire, c'est pas bon, puis tu me demandes, bon, qu'est-ce que tu penses à faire? Je te réponds, ça, non, 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 laisse faire. Vous en allez vous coucher? Ben, allez vous coucher. Quand l'individu dit, ben, je peux-tu t'expliquer? Oui. Bon, telle chose. Au fur et à mesure qu'il y a un morceau d'inintelligence dedans, je lui dis, s'il va se coucher, il aille se coucher. S'il prend, il corrige, puis il continue. Bien, son idée va finir par être l'idée qu'on va accepter. Mais il faut que l'individu soit capable de tenir debout. Penses-tu que... Non. Il arrête. Bien, celui-là, il ne fait pas partie de ceux avec qui je veux travailler. Il fait partie de ceux qui doivent travailler pour moi.
pareil. Ça va être bon pour eux autres. Puis à un moment donné, bien, chacun d'entre vous, vous devez vous développer sans ego, à être capable de résister à toute forme d'expression d'inintelligence. Et vous devez être capable de vous plier à toute forme d'expression de l'intelligence. Que ça plaise ou non à votre ego. Si c'est intelligent, on devrait le faire. Et encore là, ça revient encore difficile de travailler en groupe, parce que nécessairement, il y aura un coordonnateur tant que les gens ne seront pas tous télépathes. Et le coordonnateur, ce sera un individu. Et encore, on peut reprendre le problème du facteur humain qui détruit tout ce qui existe sur la planète. On repart avec la jalousie, on repart avec la compétition, on repart avec ceci, avec cela. On repart avec la sidatisation. Le fait de toujours travailler dans l'astral contre quelqu'un. Les sinistres individus dominés par l'astral, les sida. Et lorsqu'on vit le phénomène de la sidatisation, bien, on est encore en train de travailler les uns contre les autres. Je sais pourquoi c'est extrêmement pénible. Mais il faut que ça change, bordel, ça n'a aucun sens. Entre ce qu'on appelle l'ego et la négoïsation et l'inidentification ou l'identification, il y a des différences. Parce que je peux, moi, habiter un lieu énergétique mental. Bon, je réponds? Oui. OK. L'identification puis l'égoïsation, c'est similairement pareil, sauf que l'identification, moi, je peux savoir exactement quelles sont toutes les formes qui me paramètrent actuellement. Je suis donc identifié, mais je m'en fous. L'égoïsation, il aura la même connaissance, puis il en est content ou malheureux. Il les motivise. Et mon identification, elle devra changer pour être plus efficace dans telles circonstances, pas de problème. Mais l'ego, lui, non, non, ça marche plus. Mon identification devra totalement être détruite pour être reformée en autre chose. Aucun problème. Mais je sais qui je suis. Je resterai identifié ou suridentifié pour en arriver à un moment donné, du point de vue humain, à être inidentifié. Parce que je sais que j'ai un corps physique. L'aimes-tu? Je comprends pas ta question. Ben, le trouves-tu beau? Beau quoi? Dans ton corps physique. Un corps physique, ça peut être beau. Bon. Quand tu réponds comme ça dans ta vie ordinaire, là, c'est là que tu deviens extraterrestre. Puis à un moment donné, il faudra qu'on ait suffisamment de mutations pour ne pas être capable, pour ne pas accepter de comprendre l'imbécilité de l'extérieur. Bon, je l'ai déjà parlé plusieurs fois, mais à un moment donné, c'est ce qui va arriver quand l'humain va éclater. C'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui font chier les adultes parce qu'ils répondent carrément comme ça. Ah, tu sais, qu'est-ce que je voulais dire? Non. C'est ça. Peux-tu m'amener un café? Oui. Une heure après. Puis le café, viens-tu? Non. Elle t'a dit que tu m'en amènerais un. J'ai jamais dit ça. Ben voyons, tout à l'heure, je m'en ai si tu peux m'en amener un. Ouais, je t'ai répondu. Elle t'a répondu oui. Ben oui, je peux t'en amener un. Ben amène-nous un. Ah! C'est autre chose. Mais en faisant ça, tu sais qu'on rend les humains intelligents. Et c'est boulot. C'est juste la parole, en tout cas, pour avoir le café. Il ne prendra plus de café. Il va avoir une parole juste. Un conférencier a dit qu'il ne pourrait garder aucun emploi parce qu'il ne s'ajusterait plus aux employeurs. Moi, c'est pire parce que même travailler me semble absurde. Par contre, rester sur le chômage est aussi impossible et je ne donne pas de conférences encore. Pourquoi l'intelligence défavorise-t-elle toujours les plus intelligents? Ça, c'est déjà très bon, ça. Pourquoi quelque chose, en tout cas, défavorise-t-il les plus, en tout cas, bref, c'est ça. C'est moi, ça. Les plus intelligents. Bon. J'arrive pas à le dire, mais... Question est superbe. Dernièrement, on me posait la question, pour les enfants hyperactifs, on en fait beaucoup d'émissions dernièrement à radio, il y a des émissions de télévision avec, on été faites là-dessus, puis on ne sait pas trop, on ne comprend rien. Moi, je parle d'hyperexpressivité plutôt que d'hyperactivité. Je peux t'en parler longuement. On a fait beaucoup d'émissions sur le suicide, mais on ne comprend rien. Alors moi, je peux tout expliquer ça au complet, puis d'une façon à ce que le peuple comprenne. On parle de ceci, de cela, de cela. Toutes les gens qui invitent n'ont rien à dire. Le seul qui pourrait tout expliquer puis solutionner, faciliter les choses, j'ai écrit des livres. On leur en a envoyé des livres. Ils sont pas courageux. Alors que ça devrait être si simple, simple. Tu es là, puis tu regardes, le gars, il pose une question, l'autre, il dit « Ah, ben ça, tu es là. » Tu lui la réponse, quoi. Puis tu as toutes les réponses, puis « Oh, ben, ça n'existe pas. » Le gars, il n'a pas écrit de livre. En plus, c'est un psychologue. On l'invite.
Mais c'est peut-être justement parce qu'il est psychologue qu'il y a une autorité qui est... Non, moi je sais pourquoi. Mais souvent, c'est souvent des ondes de forme extérieures qui Mais justifient non, il la- travaille pour nous autres, on n'est pas défavorisés. Mais c'est la patience. Moi, je suis pas défavorisé, qu'ils m'invitent pas pour qu'ils invitent les autres. Ils n'ont pas de réponse, les autres. Quelle campagne publicitaire ça me fait. Quand je vais arriver là, Mais pour être on va capable... avoir de la notoriété. Mais, mais pour être capable de vivre la patience, il faut que tu aies la vision double de celui qui voit une trame, puis en même Ou il temps... faut que tu aies la certitude astrale que de toute façon, tout est intelligent. Et il faut que tu aies la certitude mentale que de toute manière, tu es manipulé. Faut pas la peine de crier, c'est comme ça. C'est fini là. Mais l'intelligence, c'est bien évident que s'il a invité tous ceux qui savaient tout puis qui savaient rien, puis qu'après ça, il invite le petit niaiseux qui... Puis lui vient répondre, puis ça plaît, là. Eh bien, je viens de sauver combien d'années scolaires? Allez chercher mes papiers. Alors, il y a des ruses comme ça qui sont très intéressantes, qu'on ne connaît pas. Alors, est-ce que... ben, c'est évident que, bon, l'individu qui est bafoué, il est extrêmement intelligent, puis il veut plus s'ajuster à des employeurs. Il n'est pas encore capable de partir sa propre entreprise. Il ne veut pas être au chômage ou sur l'assistance sociale. Il est ceci, il est cela, il est cela. C'est parce qu'il n'est juste pas encore assez intelligent. Il lui manque des quantas d'énergie, il lui manque des petites choses. Il lui manque ce qu'il doit faire. C'est peut-être pas le temps encore. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut faire qu'il s'occupe ou on va l'occuper s'il ne s'occupe pas. Pour s'occuper, il va falloir qu'il s'astreigne à faire certaines choses ou qu'il embarque dans quelque chose. Il y a quelque chose dans lequel possiblement on pourra embarquer prochainement, ça va c'est en train d'éclater. Maintenant, est-ce que ça va éclater? J'expliquais aussi qu'à un moment donné, qu'on vient proche d'éclater, puis là, on nous laisse un répit. Fait qu'on n'éclate pas, on se replace. À un moment donné, il faut qu'on vienne proche, puis quand tout semble beau, qu'on continue à chialer pour arriver à éclater. Parce que sinon, ça va faire comme ça a toujours fait, ben ça a failli. Dans les deux sens du mot, ça a failli. Est-ce que le rebirth permet de débarrasser le corps des traces des émotions passées ou si le phénomène vécu pendant le rebirth réénergise des parties de l'ego qui auraient avantage à être désintégrées? Bon, ben, le rebirth, c'est une forme archaïque de travail qui permet de réajuster certains phénomènes réincarnationnels. Ça ne débarrasse le corps de rien, mais ça réajuste les choses. Dans certains cas. Dans d'autres cas, ça les désajuste, dépendant de celui qui fait le travail, le technicien. Le passé est fini. Pourquoi faut-il le revivre lentement? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Hein? C'est pas ça. Étape en étape. Le passé est fini. Pourquoi faut-il le revivre lentement? On ne doit pas revivre le passé. On doit simplement le cellulariser, c'est-à-dire qu'on doit le digérer. Une personne qui a de la mémoire revit le passé. De temps en temps, elle a de la nostalgie, elle s'ennuie, etc. Le passé, c'est une énergie, c'est de l'information. Le passé, c'est un verre d'eau dans lequel tu n'as pas bu l'eau. Alors, il y a l'eau, il y a tout ça au complet. Mais l'énergie de l'accumuler dans la mémoire, dans le passé, on doit la digérer. Donc, le verre d'eau, à un moment donné, je devrais boire l'eau qui est dedans. Puis si je suis bien bon, manger le verre avec. Alors là, il n'y aura plus de mémoire, il n'y aura plus de passé, il n'y aura plus rien, mais je vais m'en servir en énergie. Ça a une utilité. Mais on se sert de la mémoire comme garantie face à l'instantanéité. Si on n'est pas... la mémoire, premièrement, il y a des raisons, j'en ai parlé souvent, je ne reviendrai pas là-dessus, mais la mémoire, elle est une accumulation d'énergie. La mémoire, c'est de l'énergie instantanée qui est placée dans un contexte matériel, dans un contexte formique, dans un contexte endoformique, finalement, vu qu'il rayonne, qui permet de conserver de l'énergie jusqu'au jour où il y aura suffisamment d'énergie là-dedans que tout va s'écraser. L'ego va fondre, tout va se défaire au complet, puis ça va engendrer un rayonnement qui va être un rayonnement morontiel qui va engendrer un tube éthérique. Le passé, on ne doit pas le revivre. Beaucoup d'humains le revivent, on ne doit pas le revivre. Par contre, on doit vivre l'avenir. On doit se rappeler de l'avenir, c'est notre vie. On doit donc retraverser l'avenir. Mais on peut le faire rapidement, ce n'est pas nécessaire de le faire lentement. Le corps physique, par contre, lui, est astreint à une vitesse de déplacement qui est égale, approximativement égale à la vitesse de... On est très proche de la vitesse de la lumière en termes de déplacement, physiquement.
Maintenant, étant donné que nous sommes implantés dans un monde de relativité où la focalisation du déplacement est totalement axée sur la Terre et non pas sur nous, par cette conscientisation de déplacement totalement focalisée sur le mouvement que nous avons par rapport au plan planétaire, donc assujetti à sa gravité, à l'attraction terrestre, nous démolissons totalement la rapidité de déplacement qui nous habite et nous la transposons dans une rapidité de déplacement relative à la différence qu'il y a entre ma position par rapport à la Terre et ma reposition ailleurs par rapport à la Terre, en fonction d'une chronométrie qui est encore une fois reliée à une division du mouvement planétaire sur lui-même, donc en rapport avec le jour et la nuit. Cela veut dire que si je prends le mouvement de la création, si je prends le mouvement d'un super-univers, le mouvement d'un univers, le mouvement d'une galaxie, le mouvement d'un système solaire, le mouvement de la planète Terre autour et de la planète Terre sur elle-même, cumule tout, additionne tous ces déplacements-là, bien, à la seconde planétaire, on avance en maudit. Par contre, si on détermine notre évolution, notre avancement en fonction de la relativité planétaire, c'est ce qu'on fait. Dans un avion extrêmement rapide, tu peux rajeunir, c'est-à-dire que le temps va passer plus lentement si tu vas plus vite par rapport à la Terre. Mais on va déjà très vite sur la Terre. C'est une vraie farce, l'affaire. On gagne rien de plus. Par contre, la Terre, elle tourne à quelle vitesse? On revient encore à la relativité. J'expliquais dernièrement dans le cours que la Terre, elle tourne à cette vitesse-là ici. Je prends ma main, et la Terre, elle tourne à cette vitesse-là, la Terre. Voilà, ça c'est la vitesse à laquelle elle tourne. D'accord avec moi? Oui, on est dessus. Non. Elle tourne, là. Et on est, par rapport à elle, on tourne. Non. Dans 12 heures, ma main va être de même. Puis elle tourne, ma main. Mais ça prend 24 heures à la Terre à faire un tour complet. Ça prend 24 heures à ma main à faire un tour complet. Là, je suis là, après 12 heures, elle devrait être ici. Mais, à l'équateur, ça tourne plus vite. Parce que la corde, elle va jusque là-bas. Fait que dans 12 heures, il faut qu'elle soit rendue là. Fait que là-bas, ça bouge. Ça reste que de la relativité. Parce que si tu vas en plein milieu du pôle Nord, puis tu attends 24 heures, tu vas voir que ça bouge pas vite. Si ça va à l'équateur, bien, il va y avoir du vent. Mais c'est toute une question de relativité. Notre conscience de déplacement étant totalement assujettie à la conscience de déplacement de notre planète, nous avançons biologiquement, matériellement à une vitesse extrêmement lente par rapport à la relativité planétaire, différence de potentiel. Donc, lorsque nous traversons l'avenir, lorsque nous nous rappelons l'avenir, le passé, on doit le digérer. On peut le vivre dans notre tête, on ne devrait pas, on devrait le digérer. Tant qu'on en a, ça va. Mais à un moment donné, ça va disparaître lentement. On aura accès à la mémoire planétaire. Donc, on pourra se rappeler ce qu'on a fait hier, pas en fouillant chez nous, en regardant dans les annales akashiques, et on pourra aussi connaître ce qui va venir par le phénomène de la préscience, c'est-à-dire en ayant des contacts avec l'histoire supramentale qui entoure le phénomène d'évolution de notre galaxie, donc de notre planète Terre. Mais lorsque l'être humain aura changé sa conscience de déplacement pour la désassujettir de la gravitation planétaire et qu'il la centrera chez lui, il assujettira le déplacement de ses constituants en fonction de sa conscience à lui. Le déplacement dans l'avenir va se faire aussi rapidement qu'un avion en réaction se déplace sur un mètre de longueur. Présentement, lorsque tu marches, tu as l'impression que tu avances. Lorsque tu as une centralisation de ta conscience de déplacement faite au niveau de ta structure, lorsque tu vas marcher, tu n'auras pas l'impression, tu vas te rendre compte que c'est la Terre qui recule. Tu ne bouges pas. C'est ce qui va arriver. Donc, il y a encore un petit chemin à faire. Mais c'est comme une espèce de pyramide inversée vers la densification des vibrations physiques. Le mental fonctionne à une vitesse de vélocité plus grande que la dimension physique. Oui, le mental fonctionne beaucoup plus rapidement que le cerveau. Ce que nous connaissons du mental, c'est ce que l'ego a accès. Bon, mais le mental marche beaucoup plus rapidement que le cerveau. La preuve, c'est que si tu as un problème mental à faire, si tu arrives à t'endormir ou à faire en sorte que le problème mental se règle de lui-même, la solution qui va arriver va être relativement plus intéressante que si tu aurais cheminé avec. Par exemple, tu as un problème, tu es là, tu as la solution, tu la sens, elle se travaille au niveau mental. Tu n'as rien au niveau de ta tête, c'est vide. Il n'y a rien. Puis à un moment donné, tu amènes la solution. Si tu la ferais mentalement, c'est trop lent. Tu connais un peu l'informatique. Il y a beaucoup de logiciels que quand ils veulent travailler une gestion dans les mémoires, ils vont couper l'image à l'écran. On ne le montrera pas à l'écran. Parce que s'il faudrait que l'ordinateur imprime à l'écran tout ce qu'il fait, il ralentirait énormément sa vitesse de travail. Alors, ça se fait sans qu'on le voie. Nous, on voit le résultat à l'informatique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on demande à un ordinateur.
de nous donner le résultat, on ne veut pas savoir comment il pense. Tandis que l'ego, lui, veut savoir comment le mental pense, pour pouvoir le contrôler. Alors, voulant le contrôler, il ralentit énormément. Mais le mental, ce qu'on a une connaissance du mental, du point de vue de sa rapidité, c'est la rapidité neuronique, donc de dépolarisation. Elle est limitée à ce que l'ego connaît quand le mental s'exprime dans le système neuronique. Sinon, ce sera ailleurs. Le sommet de la pyramide, c'est la vibration supramentale. Puis si elle descend, Ouais, c'est une pyramide dans une pyramide. elle s'inverse à partir de là vers d'autres niveaux d'énergisation complète. Du point de vue de ce que nous sommes présentement, oui. Ça reste, ce n'est pas absolu. C'est relatif. Que devient l'humain après s'être complètement désassujetti de tous les faisceaux? Ben, l'humain ne se désassujettit pas de tous les faisceaux, l'humain s'assujettit à un faisceau. Puis se désassujettit à toutes les traces mémorielles laissées par l'éclaboussement des faisceaux lorsqu'ils ont été densifiés. Qu'est-ce qui détermine la mort du corps physique? Est-ce aussi une mécanique? Oui, absolument. Tout est mécanique sur la planète Terre, tout est une question de prédation. Alors, qu'est-ce qui détermine la mort du corps physique? C'est simplement parce que l'espace que vous occupez doit être pris par quelqu'un d'autre. Quel mécanisme empêche les entités extraterrestres et même extragalactiques, c'est moi qui rajoute ça, d'avoir accès à l'intelligence supramentale et ainsi contrôler l'évolution humaine à leur guise? Mais ils ont accès à l'intelligence supramentale. Comme un verre. Ce verre ici a accès à la lumière. Il baigne dans la lumière. Mais étant donné qu'il ne peut pas la conserver, cette énergie ne lui sert à rien. L'homme, lui, il est très, très, très opaque. Alors ça sert à l'homme. Ça réchauffe l'homme. Et les autres processus monarchiques qui s'élaborent dans la galaxie, ce sont des processus opaques aussi. Oui, ce sont des processus surtout qui, au niveau monarchique, ce sont des processus qui se créent un peu comme le nôtre, c'est-à-dire ce sont des relations entre l'extra-créationnalité, donc des phénomènes qui sont totalement l'intelligence, l'intentionnalité, et qui viennent opacifier les choses. Premièrement, la création d'un trou noir, d'un solide trou noir, est déjà l'expression d'un phénomène monarchique qui se fait à l'échelle stellaire, donc il n'est pas dans une échelle de compréhension humaine, mais qui se fait, de toute façon, c'est exactement ce que l'humain va faire à un moment donné, l'humain va devenir un immense trou noir. Mais quand tu mentionnais que l'humain est la solution à l'accident créationnel, quelle est l'écologie de rapport avec ces autres phénomènes monarchiques-là par rapport aux phénomènes? Bon, quand je dis que l'humain est la solution, c'est que l'humain fait partie de la solution. Et l'humain est l'une des têtes de pointe, c'est un peu la pointe de la flèche de la solution. Sans le reste, ça ne fonctionne pas. Mais le reste, sans l'homme, ne fonctionne pas non plus. Et étant donné que l'homme est l'une des solutions les plus avancées dans la création, c'est un phénomène intéressant. Par contre, c'est évident que si l'humanité s'autodétruit dans les X années qui viennent, eh bien, on va se ramasser, on ne sera plus dans la pointe. Après, quand on va recommencer, on va être dans la pointe ici, là. La flèche étant comme ça. Si on se casse encore la gueule, on va se ramasser du bâton. On va passer plus. Un petit bout de plastique. Après ça, on va être dans la petite tache au bout du plastique. Et après ça, ben là, tant pis, là. Devrait-on parler de plurilocalisation de conscience plutôt que de bilocalisation de conscience, car il existe des consciences extra-créationnelles divines, bouddhiques, supramentales, mentales et astrales? Oui, je parle souvent de plurilocation. Par contre, le phénomène de la bilocation, c'est un contact plus massif entre deux états. Dans un automobile, les deux parties principales sont la carrosserie et le moteur. C'est évident que c'est deux parties. Dans un automobile, pour qu'un automobile puisse être convenablement opérationnel, il faut un automobile et un conducteur. Bon, deux phénomènes encore. Mais c'est évident que si on veut définir l'automobile au complet, ben là, il y a plusieurs morceaux à nommer. Quand on parle de bilocation, c'est une conscience créationnelle par rapport à une conscience extra-créationnelle. Donc, c'est deux mondes totalement différents. Par contre, notre évolution de conscience planétaire va nécessairement passer par des plurilocalisations de sa conscience dans certaines formes d'échelle. Donc, dans la création, il y aura une plurilocalisation de conscience. À l'extérieur, il y en a juste une. Mais entre l'intérieur et l'extérieur. Par exemple, l'homme a une conscience physique, conscience vitale, conscience astrale, conscience mentale. Et à un moment donné, il va goûter une conscience supramentale. Il y aura une bilocation. Conscience extraterrestre, conscience terrestre. C'est une plurilocation si tu mets tout dans le même bateau. Si tu sépares, il y a une conscience extraterrestre, il y a une conscience planétaire, donc il y a une bilocation. Maintenant, si tu sors de la galaxie, conscience galactique qui inclut donc toutes les autres, et conscience universelle, bilocation. Et jusqu'à la bilocation totale, création, extra-créativité. À une échelle terrestre, le phénomène des drogués vivent quoi? Une plurilocalisation de conscience?
Ben non, c'est une monolocalisation de conscience par phénomène de temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas deux consciences en même temps, c'est une conscience à la fois. Et c'est des états de conscience supérieurs que des drogués obtiennent. C'est des états de conscience différents. Mais où est-ce que c'est... Je vais vous poser la question un petit peu mieux. Les états de conscience que certains drogués vont atteindre sont des états de conscience que vivent certains initiés. Mais l'état que le drogué atteint n'est pas un état de conscience supérieur, en ce sens qu'il n'a pas de conscience pantoute. Mais il a accès à de la mémoire informative d'un degré de conscience d'une personne qui est supérieure. Lui a un état de conscience supérieur à lui. Lui a accès à de la mémoire d'état de conscience, donc il n'a pas accès il n'a pas d'état de conscience supérieur dans la bonne définition du mot supérieur. Celui qui se drogue regarde des vidéos et des films que ceux qui ne se droguent pas ne peuvent pas voir. C'est tout. Il ne peut rien faire avec ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est se droguer encore pour ne pas y retourner. Mais... Puis un schizophrène, finalement, vit quoi? La dissociation de conscience? Non, ça dépend de différentes formes de schizophrénie. Et le schizophrène, lui, il vit une manipulation, c'est une possession totale par des entités extérieures, des entités astrales, qui le forcent à... Le monde de la mort, de temps en temps, se sert de certains corps endocriniens, corps neuroniques, pour se renourrir, c'est-à-dire pour s'énergiser. Le schizophrène est un véhicule biologique qui peut facilement être manipulé, alors il devient possédé, et dans sa possession, il revit totalement dans un monde qui ne lui appartient pas, un monde qui est celui de l'entité qu'il possède, celui-ci s'en sert pour se réénergiser. Et il y a beaucoup de schizophrènes qui vont justement réénergiser une entité, l'entité les quitte, et une autre entité vient, le schizophrène change carrément de cap, il s'énergise dedans, il s'en va, un autre vient. Alors, dépendant encore de la schizophrénie, il y a un paquet de phénomènes du genre qui peuvent se passer. Le névrosé, c'est un peu la même chose, c'est une forme de possession aussi, le psychosé aussi d'ailleurs, à des degrés différents évidemment. Puis il y a d'autres maladies aussi, de phénomènes de maniaque, les phénomènes de dépression aussi, quand tu arrives à être maniaco-dépressif, il y a une possession totale où on te ramasse totalement ton énergie. Il te reste suffisamment de conscience astrale pour être capable de subir la souffrance de la dépression. En même temps, il y a une manipulation totale dans la gestion de ta dépression, dans la gestion des énergies. Enfin, on peut s'amuser longtemps, quand on joue là-dedans, on peut aller n'importe où. Est-il possible que Oui. que la création ne soit pas créée, Mais oui. ce qui signifie qu'elle est extérieure à ce qui l'a créée, mais d'une part, ait toujours existé, et d'autre part, soit davantage une manifestation, une transformation qu'une création? Tout ça est vrai. Oui, c'est totalement vrai. Ça dépend juste des points de vue où on se place. La personne se place dans 4 points de vue différents pour poser sa question. Et il y a beaucoup de personnes, justement, qui peuvent être manipulées comme ça. Ils vont triper sur certaines choses, je ne sais pas que personne tripait, là, mais qui vont voyager dans différentes choses avec une forme d'énergisation de plaisir. Et là, ils posent une question, ils voient les mots, puis là, ils changent de point de vue, puis ils continuent, puis ils changent, puis ils continuent, puis ils changent, puis ils continuent, puis ils changent, puis ils continuent, puis ça crée une philosophie intéressante. Mais si je lui pose des questions, elle ne pourra pas répondre à ces questions. Parce que là, c'est des points de vue différents. Si on pose une question, la plante selon ses points de vue. Alors, donc, tout est vrai. Ça dépend des points de vue où on va cheminer. Tout est vrai. Les électrons sont comme des petites planètes autour d'un soleil qui serait le noyau. La force qui unit les électrons et le noyau diffère-t-elle de celle qui régit le mouvement des planètes? Absolument. D'ailleurs, l'électron n'est pas comme une planète autour d'un noyau. L'électron, ce n'est pas sphérique. L'électron, ce n'est pas formique. Ben, ça n'existe pas. On a un noyau et on a un électron qui l'entoure au complet. Bon. Puis le noyau n'est pas dans l'électron, mais l'électron l'entoure au complet. Ce que nous connaissons de l'électron, c'est des photographies de parties de sa structure, mais il l'entoure au complet. Alors, l'électron n'est pas comme une planète. La planète est un phénomène électronique et elle a une rotation autour de la planète Terre, du Soleil, simplement parce que la Terre est toujours en chute vers le Soleil. Comme le Soleil se pousse, la Terre tombe éternellement. Et en tombant, ben, ça donne le phénomène de la rotation parce que le Soleil bouge. Le Soleil cesserait de bouger, on irait se croiser tout de suite. Le Soleil est en mouvement autour de la galaxie est en mouvement dans l'univers, tout bouge. La Terre tourne, la Terre bouge. La Lune ne peut donc pas s'écraser dessus. La Lune est toujours en continuel écrasement vers la Terre. Comme la Terre la fuit régulièrement, en essayant de tomber sur le Soleil qui, lui, fuit la Terre, bien évidemment, ça tourne. Si la conscience est extra-créationnelle et intentionnelle, comment toute la création est-elle